Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultramental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Je m'appelle Pierre Joly, je suis préparateur mental et j'accompagne les sportifs, les entrepreneurs, les dirigeants et plus largement toutes les personnes qui souhaitent maximiser leur performance et exploiter leur plein potentiel. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Aymeric Guillot. Aymeric, bonjour. Salut Pierre. Alors Aymeric, tu es docteur en neurosciences, enseignant-chercheur à l'Université de Lyon, auteur et conférencier et psychothérapeute et préparateur mental. J'en oublie? Non, non, c'est déjà pas mal. Il Il y a me même semble, des ouais. termes qui sont un petit peu galvaudés, mais non, non, c'est très bien. Mais dans cette description, on retrouve un petit peu ce que, bah voilà, ce que tu fais, c'est-à-dire la partie bureau, labo ou recherche, et la partie terrain avec la partie préparation mentale, etc. Ouais, j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît bien, ça, de d'avoir cette double facette, cette double dimension, de comprendre les choses, d'étudier un peu les processus qui sont cachés derrière, qui expliquent comment ça fonctionne. Donc la recherche un peu plus fondamentale, un peu plus de labo, et puis en même temps garder un pied avec le terrain et la réalité du terrain. Moi, j'aime bien parler aux étudiants, par exemple, des liaisons ou des décalages théorie-pratique. Et je trouve que ça éclaire assez bien finalement à la fois mon positionnement et puis même mon travail de recherche de manière générale. Donc, parce que c'est ça qui la rend utile et opérationnelle. Donc c'est vrai que j'aime bien cette double approche en fait, ce double éclairage. Ouais, tu disais, t'es enseignant, tes étudiants, pardon, t'es enseignant en STAPS? Ouais, c'est ça. Je suis entraîneur en STAPS. Donc, Ok. alors j'ai une partie de cours en neurosciences, comportementales, cognitives, de manière générale, et puis des cours un peu plus spécifiques sur la prépa mentale, les différentes formes de différentes approches possibles, les différents concepts, les différents outils, et le lien entre les deux, entre préparation mentale et processus mentaux, et puis neurosciences. Donc voilà, c'est clair, une grosse partie de mes enseignements, ça. Ok, ok. Alors aujourd'hui, j'allais commencer avec, j'allais engager avec une question toute bête. Ton cœur de métier, ton cœur de cible, hein, c'est vraiment tout ce qui va se tourner autour de la visualisation, de l'imagerie. Et justement, la première question, c'est d'un peu clarifier les termes. C'est-à-dire, on emploie visualisation, on emploie imagerie motrice, imagerie mentale. Il y a des différences. Ça veut dire grosso modo la même chose. Ouais, c'est marrant parce que c'est une question qui revient assez souvent en réalité, alors qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Euh, Dans le jargon, on va dire un peu plus scientifique, on utilise plutôt le terme d'imagerie mentale et quand on s'intéresse à la motricité, d'imagerie motrice, donc la représentation mentale d'un mouvement Mm. ou du corps engagé dans une action, dans une séquence. Et du coup, on parle d'imagerie motrice, qui est une forme un petit peu spécifique ou restreinte d'imagerie mentale qu'on pourrait envisager comme étant un peu plus large, parce qu'on peut imaginer une autre personne, un objet, un endroit, un paysage. Voilà, donc il n'y a pas vraiment enfin, il n'y a pas de différence. Il y a une différence par rapport au lien avec la motricité. Mm. Et c'est vrai que le terme visualisation, mais on pourrait en trouver d'autres, hein, représentation mentale, simulation motrice, il y en a qui parlent de projection mentale. Tous ces termes sont en quelque Oui. sorte synonymes. Moi, c'est vrai que j'ai fait le lien, ou le choix plutôt, de prendre le terme visualisation comme un petit peu plus vulgarisé. Parce que je trouve qu'il est finalement peut-être plus simple d'accès, plus commun que l'imagerie motrice, qui fait un peu plus, c'est pas que ça fait plus scientifique, mais ça fait un petit peu moins concret. Et du coup, mais pour moi, ça renvoie à la même chose, si tu veux. Les deux souffrent en plus de la même limite, de la même restriction, c'est que les deux renvoient à la dimension visuelle. Dans le terme de visualisation, il y a visuel. Dans le terme d'imagerie motrice, il y a image. Mm. Donc ça renvoie essentiellement un peu à la reine des sens, cette fameuse vision dont on est fortement dépendant, puisqu'on est bombardé d'informations visuelles. Mm. Mais en réalité, on sera amené à en parler probablement, l'imagerie ou la visualisation, si on va l'utiliser comme synonyme, hein, du coup, ce soir. Ok, d'accord. Ouais. C'est vraiment une projection qui se fait sur la base de toutes les modalités sensorielles. Donc si tu veux, il n'y a pas vraiment de... Enfin, je vois pas le mal de ne pas faire de différence et d'utiliser les termes de manière assez réciproque. Sinon, après, on va rentrer dans des petites différences assez subtiles ou assez spécifiques, mais de là à dire que ça envoie à des processus différents, non. Ok, ok, ok. Bah là, ce que je trouvais, bah déjà, c'est bien qu'on, au moins, on est tranquille sur les définitions. Ce que je trouvais hyper intéressant avec tes travaux, et notamment, bah, on en reparlera, mais ton dernier bouquin qui est sorti fin 2024,
c'est ça? Ouais, c'est ça, octobre. Les pouvoirs insoupçonnés de la visualisation. C'est ce que je trouve absolument passionnant, c'est qu'en fait, grâce à ces travaux-là, tu fais passer la visualisation, justement, du chamanisme un petit peu, de ce côté un peu nébuleux, ce côté un peu mystique, aux avancées des neurosciences, notamment, mais là, c'est toi qui vas bien nous en parler, dans du très, très, très concret. Ouais, complètement. Mais il y a plusieurs choses dans ce que tu dis qui sont tout à fait vraies. La première, c'est qu'on casse un petit peu des mythes, parfois, qui ont là-dedans un petit peu dur, qui sont encore présents, des idées un peu préconçues sur ce que c'est que le travail mental, sur le fait que non, c'est pas du tout des choses qui sont, comment dire, intouchables, inexplicables, et complètement abstraites. On arrive, alors c'est compliqué, hein, ça se passe dans la tête de la Oui, personne, un peu mais spirituel, il y a c'est toute ça, cette, c'est cette ça. partie-là. Alors Ouais. ça n'empêche pas que ça peut être coloré hein, d'une forme de spiritualité ou autre, Mhm. mais pas nécessairement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, faut vraiment voir le travail mental comme quelque chose qui est très encadré, très cadré même, très rigoureux dans la mise en œuvre, Mhm. dans les consignes, dans les préconisations. Moi j'aime bien parler de préconisations d'usage ou de règles de pratique qui vont être plus ou moins malléables en fonction de l'objectif qu'on va avoir. Et c'est vrai que selon ce qu'on va vouloir faire, bah, parfois on va tomber dans des choses qui sont extrêmement subtil et on n'a pas le droit à la moindre approximation et à la moindre déviance par rapport à la réalité, par rapport à la fidélité, garder la fidélité du mouvement et de la situation réelle. Puis parfois, on aura le droit de tomber dans une forme d'imaginaire raisonné ou raisonnable, mais on aura le droit de se projeter dans des situations qu'on n'a pas forcément vécues et qui ont le droit de s'échapper un petit peu de la réalité. Maintenant, de là à dire qu'on part dans des délires ou autre, non, pas du tout. On Mhm. reste dans un travail qui est cadré, qui est contrôlé, qui est consciemment et stratégiquement manipulé pour que ce soit au service d'un objectif bien spécifique. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on tombe pas dans on fait un petit peu au hasard, au petit bonheur la chance, où Ouais, c'est ça. on a des Mhm. choses qui sont vraiment établies. On commence à connaître les règles de pratique. On en est même à un point scientifiquement où les règles sont assez bien établies dans les différents domaines d'application, différentes Mhm. pistes, et où on cherche maintenant des moyens de booster encore davantage l'efficacité qu'on a déjà plus ou moins démontrée ou objectivée. Donc on est loin en fait de laisser les choses au hasard. On est loin de ne pas réussir à les expliquer, même s'il y a une part de difficulté d'accès à ce qui se passe dans les représentations, dans ce que la personne pense même être en train Mhm. d'imaginer, hein. Il y a des biais perceptifs, cognitifs, évidemment, qui peuvent complexifier ça. Mais on sait quand même à peu près ce qui se passe, effectivement. Et j'ai même envie de te dire que la science, sur certains aspects de ce travail-là, arrive a posteriori de beaucoup de choses empiriques sur la pratique qui ont été déjà très très bien faites, d'autres un peu moins, hein, mais il y Mhm. en a qui sont très bien faites intuitivement. Et en fait, la science, parfois, vient juste valider ce qu'on fait déjà sur le terrain depuis très très longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, on a les moyens technologiques ou les moyens de démontrer pourquoi, comment, d'expliquer de manière un petit peu plus rationnelle ce qui se passe et du coup, de mieux exploiter les manières de l'utiliser de façon optimale derrière à l'entraînement. Oui, parce que justement, Et c'est en ce sens-là, ouais. excuse-moi, je te coupe, c'est mesurable. C'est ça aussi qui compte à la fin, c'est D'une certaine que. manière, oui. Voilà. Alors, on peut pas dire aujourd'hui c'est quantifiable et on arrive à le quantifier aussi bien qu'une charge d'entraînement physique ou Mhm. voilà, d'un modèle d'effort. Mais on arrive quand même à objectiver un certain nombre de choses sur ces processus mentaux avec les avantages et les limites que chacune des méthodes connaît. Mais on arrive quand même à avoir des outils qui nous permettent effectivement d'apprécier ce que fait la personne, la qualité du travail, la fatigabilité qu'elle peut rencontrer, donc la perte de qualité qu'elle aura et d'efficacité qu'elle aura dans son entraînement mental, etc. Donc on arrive quand même à objectiver les choses. C'est pas simple, ça c'est une Mhm. réalité, mais on arrive à le faire, ouais. Parce que là, comme ça, en parlant de ça, ça me fait penser à ce qui est mesurable justement sur la visualisation d'un exercice de force où il a été, enfin, je ne sais pas si c'est ton équipe ou si c'est toi qui l'as relaté, tu vas nous le dire, c'est prouvé qu'il y a un gain de force, pas de prise de masse, mais un gain de force à faire de la visualisation sur tel ou tel exercice, sur tel aspect de la force. C'est Ouais, bon, absolument. si tu me lances là-dessus, on est parti pour un moment, hein, mais Je veux dire, mais oui, 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 c'est là où effectivement. c'est un truc de fou. C'est un bon exemple en fait. C'est très provocateur de dire ça, Complètement, que ouais. l'imagerie permet de gagner en force. Les premiers travaux qui datent dans cette dimension-là, c'est dans les années 90, hein. La première étude, elle est de Ok. 91. La plus connue, elle est de 92. Et c'est vrai que ce sont des travaux qui ont clairement mis en évidence qu'il pouvait y avoir un gain de force, même en l'absence d'entraînement et de contraction musculaire réelle. Alors après, on va le nuancer, ce gain de force-là, parce qu'on va le retrouver sur des muscles qui sont très représentés au niveau cortical, qui sont pas forcément les muscles qui sont les plus impliqués dans les mouvements qui nous intéressent, et que quand on va partir sur des mouvements polyarticulaires, complexes, comme ceux qu'on trouve en musculation ou dans la Mm. préparation physique, ça marche, mais ça marche moins bien. Et aujourd'hui, on trouve d'autres moyens
avec notamment le transfert, d'autres formes d'imagerie, enfin trouver d'autres façons d'intégrer le travail mental comme simplement être le vecteur d'un gain de force en tant que tel. On essaye d'avoir d'autres approches, mais oui, c'est provocateur, et oui, ça, on arrive à l'objectiver, pour prendre cet exemple. Et on sait aujourd'hui, on connaît les processus qui sont plus ou moins mis en œuvre et qui justifient pourquoi on a un gain de force. Après, on redescend toujours les pieds sur terre, hein. Ça reste toujours moins intéressant que de s'entraîner physiquement. Voilà, la combinaison qui va être intéressante, mais on arrive à l'expliquer, Oui, mais effectivement. la découverte est quand même. Ah, c'est prodigieux, Ouais, c'est c'est ce que j'allais prodigieux, mais dire, c'est c'est provocateur, prodigieux. hein, mais c'est prodigieux, hein. Je suis assis, je fais rien, je suis statique et je crée un gain de force par ma Hein. visualisation mentale. Donc, J'active neurologiquement, les il y a quelque circuits chose qui se passe, nerveux quoi. de développement de la force et je synchronise mieux les unités motrices, je C'est ça. diminue la co-contraction agoniste-antagoniste, donc je développe plus de force. C'est juste hallucinant. Et si on prend, peut-être qu'on en parlera, le cas des blessés, Mm. c'est encore plus hallucinant puisque ça marche encore mieux quand on est blessé, parce que la notion de représentation corticale des muscles concernés, elle est un petit peu moins présente. En tout cas, Mm. on ne cherche pas à développer, on cherche à maintenir l'existant. Donc ça marche même pour des muscles qui sont moins représentés au niveau cortical. Et les résultats, ils sont juste hallucinants. Il y a des études qui montrent que, à l'échelle d'un mois, par exemple, ce qui commence à être relativement long comme immobilisation, Mm. hein, quand on sait que la perte fonctionnelle, elle commence au bout de 3 jours, la perte de force, on arrive à réduire de 40 à 50% sur certains muscles la déperdition de force. Alors, de la même manière que sur le gain dont tu parlais, Mm. on va pas limiter la fonte musculaire, hein, donc on va Mm. perdre en volume, parce que ça fait partie des facteurs structuraux, des facteurs périphériques, et ça, l'imagerie n'a pas d'effet dessus. Mais on va repartir avec un niveau de force supérieur. Et c'est juste hallucinant en termes d'effets et en Mm. termes de résultats. Et aujourd'hui, moi, je peux même pas comprendre comment on peut se passer de ça, alors que c'est à moindre Ouais. coût, que c'est assez simple d'accès malgré tout, surtout quand on est blessé. Je ne comprends pas comment on peut s'en passer encore dans les protocoles de rééducation. Le protocole, c'est ce que j'allais te demander, par exemple, sur un sportif blessé, pour éviter une perte trop importante de force. euh, il est établi, il est trouvable comment? C'est, tu vois, par Il est exemple. très simple en fait. Je peux te le résumer de manière très très simple. Mhm. Après, bien évidemment, ça se construit sous forme de planification. Oui. Mais si on cible la perte fonctionnelle, si on veut limiter la perte de force musculaire, l'objectif, si je le résume en une phrase, ça va être de faire mentalement ce que je ne suis pas ou pas encore capable de faire physiquement. D'accord. C'est-à-dire que je vais imaginer des mouvements et donc des contractions musculaires de la partie du corps qui est altérée, blessée, enfin temporairement indisponible. Et en faisant ça, si je reste dans une explication assez simpliste, je vais engager en fait une forme de plasticité cérébrale. Donc je vais réorganiser les réseaux de neurones à l'intérieur, notamment du cortex moteur primaire. Et c'est ce qui va se traduire en bout de chaîne par une meilleure synchronisation des unités motrices. Un peu comme le développement de la force, les études dont tu parlais tout à l'heure. Et du coup, en faisant ça, en fait, on va entretenir, entre guillemets, les schémas moteurs, et on va contribuer à ce regain d'activité musculaire, ou ce regain de force, ou cette limitation de perte, on l'appelle comme on veut, mais on va limiter ces effets Ok. de l'immobilisation, rien que par le fait de faire mentalement ce qu'on ne peut pas faire physiquement. Parce que, on le sait, la plasticité cérébrale, la mélodie que va jouer le système nerveux lorsqu'on imagine le mouvement va fortement ressembler à celle qui va s'opérer et qui va être mise en place lorsqu'on exécute le mouvement, donc lorsqu'on fait les contractions réelles. Donc évidemment qu'on a une perte de force, mais on la limite grâce à cette neuroplasticité et on repart du coup avec un niveau de force qui est plus élevé. Et donc moi, le conseil que je donne quand on est immobilisé comme ça, c'est de commencer par des mouvements très simples, donc des contractions musculaires isométriques, des mouvements de flexion-extension, des mouvements très courts. Et puis, très rapidement, on va complexifier le mouvement. On va s'imaginer marcher, pédaler, courir, Mhm. solliciter en fait la masse musculaire qui est immobilisée et jouer même sur tous les régimes de contraction, toutes les formes de mouvements possibles pour entretenir un maximum de choses, Ouais. hein, pour le dire comme ça, et du coup bah, limiter au maximum les conséquences aggravantes de la blessure et notamment de l'immobilisation. Ouais, c'est prodigieux. Et du coup, un peu comme je vais te poser une question qu'on poserait sur un exercice physique, il y a des préconisations de temps, c'est-à-dire faire cette visualisation, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, plusieurs fois par jour. Est-ce qu'il n'y a pas de limite? Alors c'est plus du dosage du coup que du temps là pour moi, mais ouais, oui, oui, en fait, en fonction de ce que tu vas faire, en fonction de ton type de travail, tu vas pouvoir faire des séances plus ou moins courtes ou plus ou moins longues. Si on reste dans l'exemple de la blessure, généralement la personne est un peu plus disponible, on se rend compte Mm. qu'elle encaisse un peu plus parce qu'elle a moins de choses à faire, elle est moins Mm. sollicitée, elle y voit un intérêt, donc elle est capable d'encaisser des charges de travail un peu plus élevées que quand elle n'est pas blessée, et Ouais. puis elle est plus disponible tout simplement. Mm. Mais néanmoins, on fait généralement des séances sur le fonctionnel qui vont durer 20-30 minutes, rarement plus. D'accord. Moi, je sais que sur les accompagnements, je suis plutôt autour de 20 minutes, 15-20 minutes sur les séances. Parfois, quand on est avec des patients,
dont le tableau clinique est un peu plus lourd, il y a plus de fatigabilité, c'est plus complexe. On fait même des séances de 5 minutes qu'on peut répéter plusieurs fois dans la journée, de manière à ce qu'on ait une quinzaine ou une vingtaine de minutes de travail au total sur la journée. On va rarement faire des séances très très longues. On fera jamais des séances d'une heure, tout simplement parce que le fait d'imaginer, c'est quelque chose qui est fatigant. C'est quelque chose qui fait perdre en termes de concentration, en termes de lucidité. Donc c'est quelque chose qui crée une forme de fatigue, même potentiellement différentes formes de fatigue. Alors il n'y a pas de fatigue physique, hein, mais il y a de la fatigue mentale, il y a de la fatigue nerveuse, il y a de la perte de lucidité, perte d'efficacité. Donc finalement, au fur et à mesure, le travail se dégrade. Et quand le travail se dégrade, il est moins efficace. Donc on est plutôt sur des séances plutôt courtes, plutôt qualitatives, même si on peut les allonger un petit peu quand on est blessé par rapport à quand on va bien. Ok. Pour se rapprocher un petit peu de ce qu'on fait d'habitude dans ce podcast, c'est-à-dire le sport d'endurance. Donc là, on s'adresse pas mal aux trailers et aux ultra-trailers. Dès que j'ai pris, on va dire, connaissance de tes travaux, en fait, les répercussions sur ce qu'on va faire dans ce type de sport, je les ai trouvées énormes, en fait. Bon, après, dans les autres sports, je connais moins. Mais en fait, il y a des sports où on en avait déjà un peu parlé avant l'interview, où c'est assez connu. On sait que les golfeurs utilisent beaucoup ça. Le basket, tout ce qui est précision, le tir, voilà, et autres. Mais voilà, course à pied, ultra trail, trail, on n'en parle quasiment pas. Et pourtant, Ouais, bah, utiliser c'est un super paradoxe que tu soulèves, c'est-à-dire que, comme tu dis, quand on fait le lien conceptuel entre ce modèle d'effort de très longue durée et ce type de travail mental, on a tout de suite plein de pistes qui nous viennent à l'esprit. Hmm, Plein d'applications possibles, etc. Et pourtant, quand tu regardes, que ce soit dans la littérature scientifique ou même dans la pratique de terrain, hmm. il n'y a pas tant de choses que ça qui sont faites et qui se Ouais, mettent en c'est place. ça. Donc c'est assez paradoxal et c'est pas que c'est incompréhensible, c'est qu'en fait, et c'est intéressant parce que finalement tu me sors un petit peu aussi de la zone de confort habituelle où on part un peu toujours sur les mêmes schémas, sur les mêmes modèles d'effort, sur les mêmes où on va beaucoup sur de la technique, sur de la force, sur de tu vois. Bah là on va devoir aller chercher, je pense, dans l'application des perspectives d'application qui sont un petit peu différentes de celles qu'on a habituellement et qui se prêtent beaucoup plus à l'effort en question de très longue durée. C'est-à-dire que on va beaucoup moins travailler sur de la technique gestuelle, parce que la technique gestuelle, finalement, elle est assez vite maîtrisée, Oui, c'est ça, même on si est elle moins sur de la peut. tactique aussi. C'est ça, un peu moins sur tous ces éléments-là. Ouais. Mais par contre, on va retrouver des choses sur la personne, essentiellement sur la personne, et puis sur on va dire la gestion de situations compliquées que ce modèle d'effort va amener. Et c'est là qu'on voit des pistes qui sont assez évidentes, mais dont on sait finalement assez peu de choses aujourd'hui. Concrètement, on a beaucoup d'hypothèses, mais on sait véritablement peu de choses. Donc typiquement, dans ce genre d'activité-là, moi, les premières choses qui me viennent à l'esprit, c'est le dépassement de soi, la tolérance à l'effort, la gestion de la douleur. C'est dans quelle mesure... Alors, j'adore, tu le connais largement également, je pense, le modèle de la chasse d'eau qu'a proposé Guillaume Oui, Millet Guillaume sur, Millet, ouais. voilà, sur ces notions de fatigabilité, mais voilà, on sait que le travail mental, il est susceptible de pouvoir permettre d'aller puiser un peu plus dans ses réserves, Hmm. donc de se dépasser davantage, de repousser le seuil de fatigue perçue, repousser le seuil de tolérance à l'effort, la douleur qu'on peut percevoir dans ce genre de moment-là. Et là, il y a plein de pistes qui sont clairement intéressantes. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de pistes, et pour autant, tu questionnes des spécialistes de ce type d'effort-là, ils vont pas te donner de recettes, hein. C'est-à-dire qu'on verra, même pour prendre des exemples, il y a des stratégies qui sont complètement opposées pour moi dans ce type Mhm. d'utilisation de l'outil. Mais il y a clairement des choses à aller chercher. Quand je présente l'imagerie, j'explique toujours l'importance de développer les fondamentaux. Ce que j'appelle les fondamentaux, c'est vraiment les exercices de base, c'est vraiment le ciment, l'ossature du travail, hein, les fondations. Parce que quand on a des fondations solides, on construit facilement par-dessus. Et quand on développe ces fondations-là, derrière, tous les protocoles, tous les exercices qu'on propose dans les différentes pistes de travail sont beaucoup plus faciles à réaliser. Alors que quand on part tête baissée dans les protocoles, généralement, on se heurte à des difficultés qui nécessitent de revenir en arrière pour travailler sur les fondamentaux. Donc j'insiste beaucoup sur les fondamentaux et en fait, quand on insiste sur les fondamentaux, on travaille dans un premier temps sur la déclinaison des différentes modalités sensorielles. Et c'est là que dès ce moment-là, il y a des particularités qui sont mises en évidence dans ces activités de longue durée, d'ultra longue durée, parce que même dans les dimensions sensorielles qu'on va chercher, il y a du contexte qui va rentrer en ligne de compte.
Par exemple, quand je présente les différents sens, donc on a autant d'imagerie qu'on a de sens. On a même une imagerie avec Mm. notre sixième sens, qu'Alain Berthoz appelle la proprioception, hein, ce qu'on appelle l'imagerie kinesthésique. Donc on a plusieurs formes de travail par imagerie, et il y en a certaines qui sont sous-exploitées. Et en particulier, je prends souvent l'exemple, et je passe assez vite même dessus, généralement dans les formations, de dire bah, il existe l'imagerie gustative. L'imagerie gustative, c'est la capacité à ramener le goût d'un aliment, la saveur, etc. Mais là, on est dans l'imagerie mentale, on n'est pas dans l'imagerie motrice. Et c'est vrai que par rapport à la motricité, bah, souvent, elle n'a pas beaucoup d'impact et beaucoup d'intérêt. Bah, c'est pas du tout vrai dans les activités de très longue durée. D'ailleurs, quasiment les seuls exemples qu'on trouve qui semblent pertinents, c'est quand on veut réintégrer le contexte et qu'on veut utiliser cette forme d'imagerie-là, non pas pour jouer sur la motricité, mais pour jouer sur le dépassement de soi, sur la tolérance à l'effort, sur le sentiment de fatigue perçue. Je prends l'exemple des boissons de ravitaillement Mm. ou de la nourriture de ravitaillement, par exemple, qui, d'un point de vue stratégique, sur de la tactique de course, sur de l'effort, sur de la sensation par rapport à ce qui reste à faire, parce qu'on sait à peu près où sont les ravitaillements, etc., ça peut être un élément qu'on utilise grâce à la réévocation de ces saveurs-là pour travailler sur de la stratégie ou de la tactique de course, par exemple. C'est quelque chose également qu'on va retrouver sur le goût du sang dans la bouche. C'est des choses qui sont rapportées par certains athlètes qui sont plutôt dans des activités de très longue durée et que les autres vont assez peu chercher et qu'on peut exploiter et qui ont tendance à être sous-exploités justement. Donc finalement, tu vois, dès les fondamentaux, on a une Ouais. spécificité qu'on évoque en fait dans ces disciplines-là et puis qu'on laisse un peu mourir derrière. Et finalement, on se retrouve en situation, puis on se dit, OK, bah, je fais les formations, je comprends, je découvre ce que c'est que l'imagerie, mais finalement, comment je peux le travailler en trail, en ultra trail? C'est ça. Bah, la technique, j'en ai pas vraiment besoin. Alors, je vais travailler sur la confiance, sur l'anxiété, parce qu'il y a toujours des choses qui sont assez faciles à mettre en place et qu'on retrouve. Mais on laisse finalement de côté les éléments qui vont être essentiels dans la discipline, c'est-à-dire cette tolérance à l'effort, ce dépassement de soi, cette gestion de douleur, d'effort perçu, etc., etc. Et là, il y a vraiment des stratégies mentales qui peuvent être intéressantes, dans lesquelles l'imagerie ou la visualisation vont être des outils potentiels. C'est évidemment pas la seule chose qu'on pourra faire, hein, mais ça fera partie de l'arsenal dont on aura à notre disposition pour essayer justement de contrebalancer les effets de l'effort, les effets de la fatigue. Et c'est ça en fait que je trouvais absolument fondamental. C'est bah, dans ce type d'effort, trail et ultra, on part sur des efforts déjà qui brassent beaucoup d'émotions. C'est des efforts de longue durée. Et quoi qu'il se passe, même si ça se passe bien, j'ai envie de dire, ça brassera beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Et on sait que bah, quand on va avoir cette espèce d'altération arriver à un moment qui est par la fatigue et par l'usure, va nous faire des trucs qu'on n'avait pas prévus, il va nous faire de la bêtise, sauter un ravito pour gagner 3 places, mais au final, bah, sauter un ravito à ce moment-là, c'est juste la Ouais. dernière chose qu'il faut faire. Enfin, et c'est ça en fait où je me dis, on déploie des quantités d'énergie folles parce qu'on s'entraîne énormément, c'est des sports d'endurance, donc on passe du temps à s'entraîner physiquement, mais on y va un peu au petit bonheur la chance mentalement, alors qu'on sait, et tout le monde le dit, et c'est acté pour quasiment tout le monde, ça se passe dans la tête. Tout le monde le dit, quoi. Ouais. Fait, ouais, c'est dans la tête que ça se passe au bout d'un moment. Bah oui, on sait que pour finir la diagonale des fous, ça va se passer dans la tête. C'est sûr et Mm. certain. Parce que physiquement, ça sera douloureux. Mais on y va comme ça, sans Mais non, je te préparation parle pas aucune. plus que ça. Ouais. C'est ça, Oui, c'est ça juste qu'il en se faut, hein. disant, bah, on l'entend beaucoup. Ouais, je suis solide mentalement parce que je me suis quand même envoyé une préparation de malade. Ouais, mais ça n'a rien à voir. En fait, c'est pas parce que tu t'as envoyé une préparation de mental une préparation de fou que mentalement tu vas forcément être C'est prêt c'est à. une partie de la force mentale, parce que tu as Mm. été capable d'endurer un certain nombre de choses, mais C'est ça. c'est pas cette partie-là qui nécessairement te fera supporter la difficulté de l'effort. Je suis complètement d'accord. En fait, pour moi, il y a deux entrées. Il y a une entrée de ce qu'on peut faire avant de se retrouver en situation, où Mm. là, on va faire de la préparation mentale, en réalité. Mm. Je pense que c'est une activité, on va faire beaucoup de contextualisation, par exemple, hein. Un peu faire de la réalité virtuelle sans dispositif de réalité virtuelle, Mm. c'est-à-dire créer des contextes, créer des situations où on est challengé, où on est en difficulté. Ça, l'imagerie, elle a ce pouvoir, cette malléabilité-là, de nous permettre de nous projeter dans des situations où on sait qu'on va être en difficulté et on doit trouver des moyens de la surmonter. Mhm. Donc, on va avoir tout un travail de préparation, de conditionnement. C'est un terme que j'aime bien, même s'il peut avoir des restrictions, mais on va se conditionner, on va se préparer, on va anticiper finalement ce à quoi on va être confronté. C'est ça. Ça, c'est une première façon de travailler. Et la deuxième façon, ça va être en situation réelle, parce qu'on est dans Mm. une activité où on a le temps en situation réelle, et peut-être même le devoir.
en tout cas on devrait l'avoir, de mettre en place des stratégies mentales qui vont nous permettre de surmonter la difficulté du moment, de surmonter l'imprévu, de faire face ou de développer ses facultés d'adaptation, de trouver des stratégies de résilience ou des capacités à surmonter une difficulté qui était pas forcément prévue, etc. Ou un mal qui arrive, ou une douleur, ou enfin peu importe. Et donc du coup, on va utiliser des outils, construire des outils et utiliser des outils et des stratégies mentales pendant l'effort également. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouve systématiquement dans toutes les activités. Et je pense Mm. qu'il faut vraiment avoir ces deux versants-là, ces deux éclairages-là. Et là où c'est assez dingue, je suis d'accord avec toi, c'est que, et c'est pas pour critiquer, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne préparent ni l'un ni l'autre, mais qui, on va dire, donnent un caractère de force mentale à leur mental et qui se disent, bah, de toute façon, en situation, j'aurai les armes et j'ai les ressources mentales, et donc je suis capable de me dépasser et de, voilà. Mais en fait, ça s'improvise pas, ça. Ça ne s'improvise pas, donc ça se prépare, ça se travaille, c'est la régularité qui va payer, comme tout. Et effectivement, il y aura de la préparation et il y aura une capacité à automatiser les outils en situation réelle C'est pour ça. vraiment les mettre au service de la performance. Et je pense que ça vient tout simplement en fait d'une méconnaissance de ce qu'est la préparation mentale et du coup de ce qui englobe avec la visualisation. On se trompe complètement, on pense, on confond préparation mentale et motivation des fois. Ouais, je suis super Ouais, motivé, je suis puis prêt. Ça veut rien dire. complètement, ouais, complètement. Il y a une vision un petit peu tunnélisée de la Oui, chose ou c'est un ça, petit peu on sait restreinte. pas trop ce que c'est du Je coup. pense aussi que le modèle de l'effort, il aide pas parce que comme on est sur quelque chose qui est tellement long, il y a tellement de choses, il se passe tellement de choses Mm, dans la tête, mm, physiquement, ouais, même du point de vue de l'environnement, qu'on se dit, ok, de toute façon, on peut pas maîtriser de bout en bout ce qui va se passer mentalement et on peut pas travailler sur des périodes aussi longues mentalement. L'idée, c'est pas de travailler toute la course, hein, de toute façon, ça va être de cibler des moments bien importants ou des sûr. moments stratégiques. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cet obstacle naturel qui se présente qui fait que bah, on pense que ça va être difficile de venir placer de la préparation mentale dans un effort qui est aussi long, aussi dépendant du contexte, de l'environnement, de ce qui va se passer. On maîtrise pas ce que font les autres non plus. Et du coup, on ne sait pas trop par quel bout l'approcher. Et au final, bah, on le laisse un petit peu de côté ou en arrière-plan et on se contente de se dire qu'il faut des ressources mentales, mais on les entraîne pas, Oui. ces ressources mentales. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu vois, il y a plusieurs choses, comme tu disais tout à l'heure, les facteurs intrinsèques, rien que ça, rien qu'en se concentrant là-dessus, on en a déjà pour longtemps. Les facteurs intrinsèques, déjà soi-même, se concentrer sur soi, faire une bulle pour pas regarder les autres, parce que c'est pas comme, j'allais dire, des sports de confrontation directe. On est d'abord en confrontation contre soi-même. Il faut Bien d'abord sûr, bien sûr, soi-même ouais. courir bien avant de penser à se battre contre les autres. Il y a bah, sa stratégie de course, changement de vêtements, les ravitaillements, le Complètement, départ. complètement. Est-ce que je suis en forme? Est-ce que c'est pas la forme espérée du jour? Donc du coup, tout de suite, poum, je suis pas bien, je suis pas dedans parce que j'imaginais aller plus vite. Si je fais une erreur de parcours, si je me plante, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bâche la course tout de suite? Donc ça, c'est tout ce qui est inhérent à, bah, à nous-mêmes. Hmm. Et tous les facteurs extrinsèques, encore une fois, la concurrence, ça peut rentrer dans l'extrinsèque, la météo, enfin bref, une Ouais, problématique non, mais tu as matérielle, complètement tu raison. vois. Il y a Il y a des moments tellement de choses. stratégiques qu'on peut lister et ils peuvent tous se travailler Bah, c'est ça. mentalement, hein, ceux que tu viens de Je décrire. casse une chaussure, tu vois, je pète un lacet, C'est qu'est-ce ça. que je fais? C'est ça. Et puis Bah, derrière, il y a la faculté d'adaptation, il y a le contexte, il y a la contextualisation dans des situations un petit peu différentes, challengeantes, que ce soit d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physiologique ou d'un c'est point de ça. vue environnemental, pourquoi pas, ou concurrentiel. Et tout ça, ça se travaille. Tout ça, en tout cas, c'est susceptible de pouvoir se travailler. Après, je dis pas qu'il faut chercher à pallier à tout et tout envisager. Bien évidemment que non, hein, mais on va aussi développer justement cette faculté d'ajustement et d'adaptation à la situation pour pouvoir retomber dans des schémas qui sont positifs ou Mm. qui sont propices à la performance. Mais tout ce que tu as cité, c'est des éléments qu'on peut travailler. Ce sont des aspects qui sont Mm. tout à fait légitimes à travailler. Ouais. Ah ouais, mais évidemment, c'est là aussi où on va répondre à des gens qui sont moins, qui ont besoin d'être convaincus, on va dire. Mais évidemment, on peut pas tout prévoir, mais Non, c'est un peu comme l'entraînement physique. On s'entraîne pas physiquement complètement. pour connaître la course, chaque centimètre carré de cailloux. Complètement. On C'est vrai que ce que tu dis, s'entraîne hein, c'est marrant parce globalement, que voilà. la durée de l'effort, elle est aussi longue que tu travailles mentalement ou physiquement, hein. Donc, Ah oui, le contexte dans lequel tu te projettes, finalement, c'est le même. Et pourtant, tu fais l'effort de le découper, de le calculer, c'est ça. de l'objectiver, de l'appréhender ou de l'apprivoiser au maximum d'un point de vue physique, technique, Ouais, c'est ça. tactique. Bah, tu dois faire la même chose d'un point de vue mental. Ce qui ne veut pas dire que tu vas Ouais. travailler l'intégralité de la course mentalement. On est d'accord là-dessus. Mais on va Et jamais tu faire vois, un sprint, quoi. là-dedans, tu vas trouver des choses qui vont être un peu dans le sens commun, c'est-à-dire qui pourraient être communes à tout le monde,
Mhm. Je dis n'importe quoi parce que je suis pas du tout expert pour le coup en plus, hein, mais préparer un bon ravitaillement en termes Oui. d'efficacité, c'est quelque chose mentalement qui peut se calculer, qui peut être très stratégique, que tu peux travailler, le rendre le plus automatique possible, enfin, que tu perdes le moins de temps possible et que tu sois vraiment dans de l'optimisation, hein, ou dans l'amélioration de la situation. Mm. Et ça, finalement, c'est un point qui va être commun à tout le monde. Tout le monde peut se préparer on va dire, maîtriser au mieux, être dans les meilleures dispositions pour ce type de situation-là. Et puis après, tu vas avoir des choses qui vont être très individuelles ou très spécifiques à l'individu. Et là, j'aime bien parce que tu pars dans des stratégies qui peuvent être complètement différentes et complètement opposées. Et c'est là qu'on retrouve un peu la spécificité de la discipline avec la tolérance à l'effort et le dépassement de soi. Typiquement, tu peux avoir pour prendre deux exemples de stratégies qui sont complètement opposées. Et évidemment, après, ça va être un continuum, hein. Tu vas te balader et trouver toi ton dosé, l'endroit où tu te situes, où tu es le plus performant. Quand tu fais face à une forme d'adversité, difficulté, fatigue physiologique, douleur, légère blessure, hein, je prends un exemple vraiment bateau, mais tu te tords un peu la cheville, voilà, bah t'as plus toutes tes facultés pour courir correctement, donc tu dois gérer à la fois l'effort et la difficulté, et en même temps le risque de blessure. Enfin voilà, toutes ces situations où tu fais face à une forme d'adversité, et puis même la difficulté de la course en tant que telle, fait que tu vas mettre au point parfois des stratégies pour surmonter cette difficulté-là. Et pour te prendre deux exemples qui sont complètement opposés, mais qui pourraient tout aussi bien fonctionner, bah, tu peux avoir une stratégie où finalement l'idée c'est de se dire, je vais essayer de rendre la chose plus facile qu'elle n'est. J'ai Mm. besoin en fait de dédramatiser la situation, de trouver une manière de rendre les choses plus faciles parce que ça me rassure, je sais que je vais les surmonter, donc j'exagère un petit peu en prenant cet exemple-là, mais Mm. voilà, je sais qu'en réalité je vais être très aérien, ça va être très facile, je sens plus du tout je sens de la légèreté, plus du tout de la fatigue ou de l'effort, etc. Donc j'ai besoin d'imaginer que c'est très simple et très facile et que je survole la chose complètement. Ce qui peut être complètement irréaliste, hein, pour le coup, mais on est dans une stratégie Mhm. mentale de gestion de quelque chose qui est pas toujours palpable. Et puis à l'opposé complet, tu vas avoir le gars qui va te dire ah non non mais moi je sais que je vais en chier là, de toute façon je suis dans l'adversité, je suis dans la difficulté, donc moi j'ai besoin que ce soit réaliste et que ce soit fidèle à la réalité, et donc du coup je sais que ça va être compliqué, donc je sais que je vais être en difficulté et je veux sentir cette difficulté là. En revanche, je vais toujours trouver la solution pour la surmonter et Mm. pour réussir finalement à atteindre mes objectifs, à dépasser mes capacités, à aller puiser dans mes réserves, à repousser le seuil de douleur ou de tolérance à l'effort, etc. Et tu vois, tu as deux stratégies qui ont le même but, mais qui sont Mm. complètement opposées d'un point de vue conceptuel. Évidemment, la réalité, ou chaque réalité de chaque personne va se situer sur un continuum entre les deux. Ce sera jamais, ce sera rarement en tout cas aux deux extrêmes. Mais il va falloir trouver un moyen, et ça se prépare, ça se travaille, ça s'entretient, ça se peaufine. Va falloir trouver un moyen d'utiliser ça efficacement au cours de la course. Alors bien sûr, tu peux partir en te disant, bon, ben, si ça se présente, je le ferai, et que tu trouveras intuitivement des moyens avec du dialogue interne, avec des pensées, avec des images, avec des sensations. Tu trouveras certainement, et tu le fais intuitivement, ce genre de choses-là. Mais tu peux le préparer bien mieux que ça, en réalité. Tu peux vraiment développer, mettre au point ces stratégies-là pour les utiliser de manière efficace au moment où tu vas en avoir besoin. Ouais, comme tu dis, de travailler pour que de manière intuitive, ça se présente encore mieux pendant l'instant T où on en a besoin, c'est fondamental. Tous les athlètes, enfin, travaillent pour que aussi leur intuition soit le meilleur, la meilleure au meilleur moment. C'est ça? Ils n'arrivent pas sur le cours ou je sais rien, sur peu importe le Et tu sport. sais, on le fait tous dans la construction de notre prise d'information, dans les activités sportives de manière générale, même dans la vie quotidienne, même pour la conduite automobile. On construit des automatismes perceptifs. Et ces automatismes perceptifs, ils nous permettent de tout de suite donner un sens à la situation parce qu'on reconnaît la situation. Alors que quand on l'a jamais vécu et qu'on n'a pas cet automatisme perceptif, Exactement. Ouais. on se perd un petit peu dans toutes les informations, on traite un peu tout ce qui est à notre disposition, l'utile comme l'inutile, on passe beaucoup de temps, on fait avec ce qu'on nous présente, hein, on appelle ça le traitement par données, on utilise toutes les données qui sont Ouais. présentes face à nous, et en fait on construit une connaissance de la situation. Et en fait partir dans l'esprit de dire ok bah, si ça se présente, bah, je trouverai une solution, c'est un peu faire décider à l'avance d'agir comme ça. Mais agir comme ça, c'est agir en tant que débutant, donc en tant que non spécialiste. Donc il faut au contraire bah, que quand tu te retrouves en situation, ce soit une reconnaissance, tu saches exactement ce qui va se passer, comment ça va se passer, enfin en tout cas le plus possible, parce qu'il y a toujours une part d'aléatoire bien sûr, mais que tu saches bah, le mieux comment apprivoiser et comment mettre en place les stratégies mentales que tu auras construites, élaborées, pour qu'elles soient le plus efficaces au moment où tu veux, dans le contexte où tu te retrouves.
Et ça s'improvise, ça ne s'improvise pas généralement, ça se travaille. Et comme tu disais, pour reprendre l'exemple que tu donnais là juste avant, tu peux utiliser la même stratégie, enfin deux stratégies complètement opposées pour le même moment à traverser, par exemple une course difficile ou quoi. Ouais, Ça va dépendre aussi de la personnalité de la personne à qui complètement. ça s'adresse. Par exemple, ça me faisait penser, je sais pas, moi, là, je suis en train de monter un col, il fait froid, c'est la nuit, machin, j'ai mal aux jambes. Et je peux avoir envie de me dire, putain, pendant que je fais ça, je suis un putain de guerrier, quoi. Enfin, C'est ça, on n'est c'est pas des ça. poètes à ce moment-là, c'est pour ça que je prends le vocabulaire. Et je me le répète, moi, plus j'ai mal aux jambes, plus je suis un guerrier, quoi. Et je me vois comme ça dans la nuit, marcher avec mes bâtons, Complètement. machin, je suis un Ouais, guerrier. complètement. Et à l'inverse, ça peut être stratégie. Moi, j'ai besoin de dire, je suis léger, je vole, je pense à une plume, peu importe, tu vois, Ouais. quelque chose de très aérien. Et ça, c'est à tester. Chacun doit le tester, en fait. Parce qu'au final, on Chacun ne le peut doit pas trop le tester et tu as savoir. raison, ça va certainement être coloré de tes traits de personnalité, de ton rapport à l'effort, de ton rapport à la difficulté, des caractéristiques de ta personnalité. Donc oui, ça va être coloré et ça peut être très très différent d'un individu à un autre. Je pense même que ça peut être différent chez un même individu à des moments différents Hmm. ou à des périodes différentes de la course ou à des courses différentes. Donc c'est des choses effectivement qui se préparent, qui se travaillent, qui s'entretiennent et qui s'améliorent ou se peaufinent au fur et à mesure pour que derrière ce soit des outils qui se mettent en place de manière quasi automatique. Il y a une troisième situation qui peut parfois aussi arriver, c'est dans des cas de figure où tu as une forme de blocage. Alors, c'est presque critique parfois de travailler sur ces moments-là, mais je travaillais avec un cycliste il n'y a pas très longtemps qui avait des moments où il perdait en réalité le fil parce qu'il se retrouvait dans une situation qui créait une forme d'oppression et qui lui faisait perdre ses moyens. C'est un peu le principe de la sidération, hein, où finalement tu restes complètement Hmm. sidéré, alors pas par l'enjeu ou la peur à ce moment-là, mais par quelque chose qui à un moment donné crée ce blocage-là. Et là aussi, le travail mental, il peut avoir cette aide, cette solution de trouver des armes, des ressources pour surmonter ce genre de difficultés-là. Donc c'est aussi une entrée, alors je prenais beaucoup d'exemples sur voilà, des moments stratégiques et des stratégies qu'on peut mettre en place, puis il y a aussi des moments où on va avoir besoin d'aller chercher les outils que la préparation mentale peut t'aider à construire pour surmonter ces difficultés-là. Ah ouais, ouais, bah, hyper intéressant aussi. Tout à l'heure, ce que j'étais en train de me demander, c'est qu'on parle beaucoup d'imagerie, de visualisation pour créer du positif, pour que ça soit mieux. Est-ce qu'il y a un risque, un peu comme le surentraînement, est-ce qu'il y a un risque de tomber dans une sorte d'imagerie négative, d'une manière ou d'une autre? Non seulement il y a un risque, mais c'est hyper fréquent. D'accord? Alors, il y a plusieurs aspects. En fait, de manière générale, on va dire qu'il faut éviter l'imagerie négative. Voilà, il y a des cas de figure un tout petit peu particuliers, c'est vraiment des cas de figure particuliers, Hmm. je vais les laisser de côté, mais globalement, c'est vrai qu'on fait plutôt un travail d'imagerie positive. Et de temps en temps, quand c'est insuffisant, parce que évidemment, ça a des limites, hein, il suffit pas de s'imaginer réussir pour réussir, encore une Hmm. fois, mais parfois on est obligé de recadrer, de reconstruire, de transformer le scénario, de revivre les choses, donc on est obligé de manipuler un petit peu ces éléments négatifs. Mais au final, la sortie, elle est toujours positive. C'est un peu comme si tu envisages des difficultés, tu vas envisager les difficultés, mais tu vas trouver les solutions adaptées pour les surmonter. Donc finalement, ton travail, il n'est pas négatif, il est positif dans son ensemble. Donc en fait, il faut toujours faire du travail positif, sauf que ça, sur le papier, ça marche bien. Et dans les faits, c'est pas aussi simple que ça. Dans les faits, on a énormément de ce qu'on appelle des images intrusives et ou des représentations mentales intrusives, parce qu'il n'y a pas que des Mhm. images, il y a des sensations aussi, hein, il y a des Ouais. paroles intérieures, dialogue interne. Et en fait, ça, très rapidement, ça peut être négatif. Et là, c'est vraiment, moi, j'aime bien la métaphore du sable mouvant. C'est-à-dire que si tu casses pas ce phénomène-là, bah, tu t'enfonces. Et plus tu vas, en fait, chercher comment dire, à pédaler de plus en plus vite pour essayer de trouver des solutions, mais qui sont pas toujours les bonnes solutions, bah, plus tu vas t'enfoncer. Donc c'est un risque réel, effectivement, qui est d'une part de subir des images, on va parler d'images, mais des représentations mentales négatives malgré soi, auquel cas ça, il faut tout de suite trouver un moyen de le rétablir, de le transformer, de le recadrer pour repartir sur des choses positives. Et puis il y a des cas de figure où volontairement tu vas créer du négatif, mais en réalité ce négatif va toujours être complété par des solutions alternatives positives qui vont du coup permettre de trouver des solutions. Et le risque quand tu fais ça, par exemple, avec un athlète que tu ne connais pas suffisamment bien et dont tu sais pas, t'as pas la certitude qu'il est capable d'aller jusqu'à trouver les solutions, c'est qu'il reste qu'il s'enferme dans le négatif et qu'il n'a pas jusqu'au bout du processus. Hmm. Et ça, c'est dramatique. Parce qu'en en gros, il va créer les conditions.
Il va tout créer et il va créer les conditions de sa déchéance, de sa perte. Ouais, mais pas, la, Et, pas de le mais pas de la surmonter, quoi. solution qui, voilà, qui Ouais, va avec. Et ok, l'être humain, il est monstrueux pour ça. Venir valider ses croyances de départ, à partir ça. du moment où c'est établi, il trouve toujours un moyen, même quitte à mettre un biais cognitif, pour venir valider sa croyance de départ et venir valider finalement l'autoréalisation de ses prédictions. Donc si sa prédiction elle est négative, bah, il va trouver un moyen, même si tu démontes l'inverse, hein, c'est ça qui est exceptionnel, il va trouver un moyen de lire ou de vivre les choses comme étant ah bah ça vient valider ma croyance de départ. Donc c'est vrai que c'est grande partie pour ces raisons-là Ok. que j'évite l'imagerie négative, mais tu as tout à fait raison de le souligner. Malheureusement, on y tombe assez fréquemment Mais c'est ce et que je voulais assez dire, oui. involontairement. Ouais. C'est pas de le faire volontairement, hein, ce que la question que je te posais, hein, bien sûr, c'est de, en voulant faire de la visualisation, de, malgré soi, bah, c'est ce que tu viens très bien de dire, de se planter, quoi. Quelque Ouais, ouais. part, Alors, voilà. tu as des outils pour pallier à ça. Quand il s'agit juste d'une image intrusive comme ça, tu te vois en train de chuter, par exemple, tu te vois en Mhm. train de faire une erreur, etc. C'est quelque chose que tu peux assez facilement corriger avec soit du travail de visualisation positive répétée qui installe beaucoup plus voilà, de bases de réussite, soit par des techniques comme la technique du switch, l'ancrage, qui sont des outils assez simples à utiliser, voilà, qui permettent de ne pas laisser la place au négatif et de tout de suite basculer sur un élément positif pour le switch ou de booster un Mhm. élément positif avec l'ancrage. Et puis parfois, tu es dans des situations qui sont un peu plus complexes. Et là, c'est plutôt les situations où les gens ruminent généralement, où ils ont du mal à sortir parce que c'est un peu plus fort qu'une simple image intrusive en fait ou sensation intrusive. C'est quelque chose qui a eu une connotation affective, qui a eu des répercussions sur une course, qui a eu des conséquences en fait. Et on rumine, on a du mal à sortir de cette situation-là. Parfois, là, on est obligé de mettre en place un protocole un peu plus élaboré qui va nécessiter de recadrer les choses, de transformer les choses et d'accompagner la personne pour fermer, entre guillemets, le chapitre de ce qui s'est passé de manière négative Mhm. et construire une nouvelle base de référence, une nouvelle situation positive sur laquelle on va travailler. Donc c'est un petit peu plus difficile, c'est pas le plus fréquent, hein. Le plus fréquent c'est de rester sur des exercices ou des choses qui sont positives, mais on peut être amené à faire ce genre de choses-là. Ouais. Ouais, ouais, ça me fait aussi penser au fait de, par exemple, tu en as parlé peut-être avec le cycliste, ça m'a fait penser à ça tout à l'heure, pour se remettre d'un blocage, d'un choc. La chute au cyclisme, on sait que bah, ça fait très très mal. Là, du coup, pour la course à pied, pareil, on peut tomber et se faire très mal. Il y a beaucoup de cailloux, ça peut être la nuit, ça peut glisser, etc. euh, Ça peut vraiment avoir des effets bénéfiques, enfin, concret, encore une fois, pour sortir de ça, parce qu'on en voit beaucoup, 5 ans plus tard, où je me suis fait une cheville et j'avance plus, quoi. Parce que c'est ancré, c'est comme ça, c'est ancré négativement quelque part. Ouais. L'imagerie va contribuer, alors parfois elle est insuffisante. Ça reste un travail un peu de surface, malgré tout, l'imagerie. C'est un travail d'accompagnement, c'est sur du long terme. Elle peut contribuer à sortir d'un blocage, à déverrouiller un blocage, voilà, à déverrouiller une croyance. Parfois, elle est insuffisante. Parfois, il faut. Mais là, tu bascules progressivement dans une approche un petit peu plus clinique, dans ces cas-là, d'accompagnement de la Ok. personne. Et puis parfois, elle se combine très bien aussi avec d'autres formes d'exercices ou d'approche Ok. mentale, hein, de préparation mentale. Mais oui, en tout cas, elle peut y contribuer, elle doit y contribuer. De toute façon, son faible coût, sa facilité d'utilisation, de maîtrise, fait que et c'est vraiment ça, moi, que j'aime dans l'imagerie par rapport aux autres, parce que c'est pas mieux que les autres outils. En réalité, c'est un outil, l'imagerie, hein, comme un autre. C'est sa transversalité, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu la retrouves de partout, dans toutes les approches mentales classiques, tu vas avoir de l'imagerie. Quand tu fais de la relaxation, tu fais de l'imagerie. Quand tu fais de la sophrologie, tu fais de l'imagerie. Quand tu fais de l'hypnose, il y a de l'imagerie. Donc finalement, quoi que tu fasses, si tu prends les approches un peu classiques ou les plus illustrées, les plus pratiquées, il y a une forme, il y a une sous-modalité qui correspond à la représentation mentale, à la représentation mentale. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu peux aussi la travailler de manière spécifique, comme outil vraiment très spécifique et très particulier. Et c'est ça qui la rend un peu indispensable dans l'arsenal du sportif parce que elle est transversale, mais elle est aussi spécifique. Tu disais, bah justement, c'est ce que je trouve aussi assez incroyable avec ça, c'est que l'imagerie, en fait, on en fait tous, tout le temps, toute la journée, Exactement. sans mettre de protocole dessus. Et quand on dit, oh, l'imagerie, j'en parlais avec un ami la dernière fois, il me dit, moi, j'arrive pas à visualiser. Et du coup, je commence à lui poser des questions comme ça. Ah ouais, et du coup, je sais pas, quand tu pars en vacances, tu penses au trajet que tu vas faire? Ah ouais, 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 oui, je regarde par où je vais passer, machin, ok. Bah, du coup, tu visualises un petit peu, non? Ah ouais, on en fait tout le Et en temps, fait, on fait tout le temps, toute la journée. Tu hein. parlais de visualisation gustative. Je crois que celle-là, c'est la meilleure, hein. Enfin, c'est
C'est si on pense à aller dans un resto, choisir un resto, c'est réfléchir à ce qu'on va vouloir manger. Donc on est en Ouais, train de non, mais se de la réévocation ou tout de le la temps, projection, on en fait en permanence tout au long de la journée. Donc toute on la en fait journée. tout le Ouais. temps, tout le temps. Mais tu sais, c'est l'argument ultime hein, que j'utilise. Ça, moi, j'ai différents types d'étudiants. Alors, les étudiants qui sont dans l'approche mentale, pas de problème. Puis parfois, j'ai des étudiants qui sont vraiment, qui s'intéressent vraiment à la prépa physique, à la prépa technique. Puis le mental, c'est bon, Mm. ça m'intéresse pas, c'est pas utile, c'est pour les faibles, ça passe au-dessus. Il y en a encore hein, qui pensent ce Oui. genre de choses-là. Ouais, ouais. Et ce que j'essaye de leur dire, c'est que, ok, moi, mon objectif, c'est pas de faire vous des préparateurs mentaux ou des préparatrices mentales, hein, ça marchera pas. Vous êtes pas ouvert, pas cette sensibilité-là. En revanche, sachez que tout le monde en fait au quotidien, tous les jours. Et le problème, c'est que tout le monde n'en fait pas de la manière correcte ou appropriée. C'est un peu moins le cas dans les disciplines de très longue durée, mais sur la plupart des activités, on parle beaucoup du timing, notamment quand on travaille sur la technique, de faire ça à la Mm. bonne vitesse, etc. Si on laisse le sportif s'imaginer tous les soirs tranquillement chez lui au ralenti son geste, le décortiquer pour être sûr de le maîtriser, etc., ce qui va se passer très rapidement, hein, il va même pas s'en rendre compte, il va revenir sur le terrain et 3 à 4 jours après, il aura diminué sa vitesse d'exécution, il aura ralenti son geste. Parce qu'en fait, il aura intégré par un travail mental au ralenti, une nouvelle vitesse d'exécution qui sera venue contaminer l'exécution réelle. Ouais, donc là, on est directement, comme on Et disait ben, tout à l'heure, dans la on l'emmène visualisation droit dans le mur. négative, Et quoi. donc là, je leur dis aux étudiants, donc en disant, bah, ça ne m'intéresse pas, tu vas t'intéresser qu'au travail physique, au travail Mm. technique, alors que bah, il y a un autre fondement qui est essentiel à la performance, qui est le mental, que tu peux pas déconnecter. Et en réalité, ton sportif, il va pas t'attendre hein, pour faire une forme d'imagerie, même s'il appelle pas ça de l'imagerie ou de la visualisation, ou peu Mm. importe. Il va le faire, comme tu le dis, au quotidien à plusieurs reprises. Et le problème, c'est qu'il le fait pas toujours bien. Donc, même si c'est pas quelque chose qui t'intéresse, il faut que tu aies cette sensibilité-là, ce minimum de connaissances, au moins pour l'orienter vers des personnes compétentes, et pour que ce soit des choses qui soient, on va dire, appréhendées, apprivoisées et maîtrisées par tous les sportifs et toutes les sportives et tous les sportifs. Et ouais, parce que pour moi, le risque, c'est justement de continuer à le faire, mais de le faire mal, en fait. Et parce que, C'est ça. bah, C'est ça. je prends l'exemple de faire une grande course un peu longue, tu vois, un ultra ou quoi, bah, tu as peur, il y a de la peur, Ouais. il y a de l'appréhension. Mais si on ne travaille pas justement sur le contrebalancer ça par une technique, bah, on va peut-être être facilement enclin à s'enfermer là-dedans, quoi. Et Alors la sans le bonne nouvelle vouloir. pour les activités de très longue durée, qui sont quand même celles qui t'intéressent un peu plus spécifiquement, la bonne nouvelle c'est que comme on va beaucoup travailler plutôt sur la personne, l'état d'esprit, les dispositions mentales, encore une fois le seuil de tolérance à l'effort, ce genre de Oui. choses-là, bah, il y a peu de risques, donc il y a peu de règles de pratique à respecter. En Ok. gros, et tu l'as cerné, le principal risque, c'est l'imagerie négative, c'est de s'enfermer dans quelque chose de négatif. Donc c'est pratiquement la seule chose qu'il va falloir qu'on contrôle, qu'on s'assure. Et au pire, là pour le coup, ça marche pas. Ou pas autant que ce qu'on aimerait. Mais tu as peu de chances d'emmener un sportif ou une sportive droit dans le mur parce que tu lui as demandé de visualiser positivement certaines parties de sa course ou de trouver des stratégies pour surmonter une difficulté. Euh, Même s'il y a quand même attention, hein, il y a quand même des effets possiblement de dérive, comme la perte de confiance, la surconfiance ou une mauvaise gestion par rapport à une blessure potentielle. Je minimise pas ces effets-là, mais c'est pas qu'il reste anecdotique, il reste relativement faible par rapport à tout le travail, tout l'apport que ça peut avoir. Alors que dans les autres activités qui sont un peu plus celles qu'on illustre habituellement avec le travail mental, bah, on a énormément de travail technique. Et le travail technique, c'est le plus rigoureux à faire. C'est là qu'il y a le plus de risques et c'est là qu'il y a le plus de règles à respecter. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les activités de très longue durée, c'est que finalement, la manière de le travailler va faire qu'il y aura une vraie souplesse dans le travail qu'on va apporter et il y aura assez peu de risques pour, au contraire, beaucoup de bénéfices à aller chercher. Donc dans la mise en œuvre, c'est encore moins compliqué que dans d'autres activités où là, on est vraiment sur le travail de la maîtrise technique et de la fidélité parfaite par rapport au geste réel. Par rapport aux imprévus, justement, on parlait tout à l'heure d'apprendre à appréhender le plus de choses pour être le moins surpris possible. Est-ce qu'à force de prévoir justement l'imprévu, est-ce que ça risque pas de diminuer ou d'inhiber ces facultés d'adaptation ou d'ajustement ou l'inverse? Alors, c'est une très bonne question. En fait, ça va avec. Ça va un petit peu avec, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est pas d'aller vers du stéréotypé. L'idée, c'est Ok. pas de tout prévoir et de tout calculer à l'avance au point de ne plus être capable de s'adapter ou d'ajuster par rapport à la situation réelle.
L'objectif, ça va être de suffisamment diversifier pour justement être capable, quand on est face à des situations qui sont changeantes, et elles seront jamais totalement prévisibles, les situations que vont vivre les coureurs, bah, on soit capable de trouver les ajustements qui soient les plus judicieux, les plus pertinents possibles. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas diversifier pour envisager différents cas de figure, mais tu feras jamais la totalité des cas de figure, dans le but d'éduquer ou de développer ta faculté d'adaptation. C'est en faisant cette diversification que tu éduques ta capacité à D'accord. finalement réajuster des stratégies en fonction de la réalité du contexte sur le moment. Je prenais un exemple, alors pour le coup, c'est pas du tout une activité de très longue durée, mais on le faisait récemment avec les Staff France d'équipe de rugby où finalement c'est pareil. Il y a toujours, de toute façon, dans toutes les habiletés ouvertes, où il y a de l'opposition, il y a du comportement adverse, des enjeux, tu as cette question de se dire oui, mais si je prévois trop à l'avance, si j'anticipe trop, je suis stéréotypé, je suis prévisible, je suis plus efficace. Oui, évidemment, il faut que tu sois capable parce que bah, le ballon va jamais rebondir comme tu le penses au rugby parce qu'il est pas rond. Donc il y aura toujours des déviations par rapport à ce que tu envisages et il faut développer ces facultés d'adaptation, très clairement. Et ça, en fait, tu le fais par étapes. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu vas imaginer des séquences relativement posées, qui sont celles que tu vis à l'entraînement. Et puis progressivement, tu vas contextualiser. Donc tu vas te projeter dans différents types de scénarios, plus ou moins anxiogènes, plus ou moins challengeants, plus ou moins compliqués, d'un point de vue stratégie de course, d'un point de vue environnement, peu importe, d'un point de vue conditions météo. Et puis derrière, tu vas éduquer en diversifiant ces éléments-là ta faculté à réajuster les stratégies que tu pourrais mettre en place quand tu vas vivre au moment présent bah, les éléments qui vont façonner le contexte dans lequel tu te trouves. Donc ce que tu dis, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un risque à devenir trop stéréotypé. Mais ce qui est intéressant, c'est que travailler cette diversification, cette contextualisation, elle a justement pour but cette mise en situation de développer et d'éduquer ta faculté d'adaptation. Parce que si tu perds ta faculté d'adaptation, tu perds en efficacité. C'est une certitude. Ah, ok, ouais. Ok, ok. Ouais, parce que aussi, ça doit dépendre, je pense, comme toujours, des individus. Parce que moi, si je me projette un peu là-dedans, je me dis, si j'ai vraiment tout bien cadré, si enfin, vraiment je suis bien prêt, ou je suis aussi prêt mentalement que physiquement, ça me donne de la confiance. Ouais, Et ça te si j'ai de la rassure. Mm. confiance, Mm. ben, en général, quand tu es confiant, tu es plus prompt à réagir ou à prendre des décisions rapidement. À contrario, je peux aussi penser que d'autres personnalités peuvent se dire, OK, j'ai cadré, j'ai cadré, j'ai cadré, et tout ce qui va sortir du cadre, c'est la panique. Mm. Ça, Ouais, c'est... complètement, complètement. Mais tu sais, c'est pas incompatible, hein, parce que envisager les principaux cas de figure, c'est rassurant pour tout le monde, hein. Et donc, c'est effectivement, ça, c'est le travail de contextualisation que tu vas faire. Mm. Mais si cette contextualisation, tu la maîtrises bien et qu'elle te rassure bien, bah, tu vas t'éduquer progressivement à ce que quand tu vas sortir de ce cadre-là et quand il va y avoir des imprévus qui font que c'est encore différent de tout ce que tu as prévu, c'est là que tu vas te rendre compte de ta capacité à justement trouver des solutions, réajuster et faire en sorte de ne pas te laisser dépasser par les événements. Et ça, tu vas l'utiliser comme une expérience au fur et à mesure et ça va te rassurer au fur et à mesure sur justement cette faculté d'adaptation. Maintenant, je peux tout à fait envisager, comme tu le dis, qu'il y ait des personnes qui soient paniquées à l'idée de sortir de tous les sentiers et repères Mm. prévus à l'avance. Sauf qu'il y a une réalité qui fait qu'on peut jamais tout prévoir à l'avance. Un jour, je discutais avec un gars, alors c'était dans les forces spéciales, et c'était un gars du RAID, et j'avais adoré la formulation qu'il avait prise, même si on peut jouer sur les termes et que peu importe le choix des termes, mais je trouvais l'idée vraiment, vraiment intéressante. Il me dit, mais nous, en fait, on est dans des cas de figure où on s'entraîne à ce qui va se passer, mais on n'est jamais préparé réellement à ce qui va se passer. Et on a beau s'y préparer, on met pas notre vie en danger quand on s'entraîne, quand bien même on fait des parcours de stress les plus intenses possibles, les plus réalistes possibles. Donc du coup, on part du principe que tout ce qui est imprévisible, par définition, on ne peut pas se prévoir, et donc on n'a pas de scénario qui nous prépare à ça. En revanche, on n'a pas le droit de faire face à l'imprévu. Parce que si on fait face à l'imprévu, c'est qu'on ne s'est pas suffisamment bien préparé. Et j'avais trouvé la subtilité hyper intéressante. Alors on peut jouer sur les mots, encore une fois, mais Oui. c'est vrai que l'idée, c'est ça, c'est d'essayer d'anticiper un maximum d'imprévus, on va dire les plus classiques, ce qui va être rassurant, et ça correspond exactement à ce que tu disais dans ton approche des choses, mais de faire en sorte que lorsque tu es face à de l'imprévisible ou à une situation que tu n'avais pas prévue ou qui sort complètement de l'ordinaire et qui était improbable, bah tu sois pas, on va dire, tu perds pas tous tes moyens, mais que tu puisses trouver des solutions bah, d'adaptation, d'ajustement qui vont être simplifiées ou facilitées par le fait de t'être entraîné mentalement au préalable. Sinon, bah, c'est un effort considérable sur le moment C'est ça. et tu peux partir en vrille complet, quoi.
Bah oui, oui, c'est ça. Ouais, bah du coup, ça, ouais, c'est limite, ça va répondre à la question, une des dernières questions que j'allais te poser. Je pense souvent aux réfractaires quand je fais les podcasts avec un athlète, avec toi, avec des préparateurs mentaux, etc. Je pense à tous ceux qui disent, bah oui, moi je m'entraîne dur, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas de problèmes mentaux. Ça aussi, ça revient assez souvent. J'ai pas de problème dans la tête. Alors, c'est pas une question d'avoir des problèmes dans la tête. Mm. Elle existe Ouais, encore cette idée, hein. Si bah je suis faible, si je oui, fais de la prépa mentale, c'est parce que je suis faible c'est parce que mentalement. je suis Je faible, suis fragile, je exactement. suis Ouais. vulnérable. Ouais, ça existe encore, malheureusement. Et du coup, ouais, c'est pour ça, toi, tu formes c'est une partie en tout cas des athlètes de demain ou des préparateurs mentaux ou d'autres. Qu'est-ce que je sais pas, comment tu catégorises, si on doit catégoriser la chose, mais la préparation mentale et la visualisation, c'est quoi? C'est un gain marginal? C'est une obligation, entre guillemets? Ah, c'est clairement un gain significatif. Ça doit faire partie de l'entraînement pour moi. Enfin, la préparation mentale de manière générale. Et dans la préparation mentale, pas parce que c'est mon outil favori et que je le Hmm. défends et que je me suis spécialisé dedans, mais par sa transversalité, je trouve que cet outil d'imagerie de visualisation, sans dire qu'il faut absolument passer par là à tout prix, ça reste un outil qui est indispensable, je pense, dans la palette et on va dire dans l'arsenal des outils dont va disposer l'athlète. Maintenant, des personnes réfractaires, il y en a encore plein. Alors, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins parce que les gens prennent conscience de l'importance du mental. Je pense que les gens commencent aussi à comprendre qu'on arrive un peu mieux à exploiter, à expliquer, à comprendre les choses parce qu'avant, c'était tellement abstrait que finalement, bah, tu avais tes anciens préparateurs mentaux qui me disaient ah non, mais moi j'ai touché, ça a été une catastrophe, ça a donné des résultats parce qu'ils n'ont pas respecté les règles de pratique ou les préconisations d'usage, ils ont fait de l'imagerie qui n'était pas appropriée et ça a eu des conséquences dramatiques derrière parce que faire de l'imagerie enfin, qui n'est pas appropriée ou mal faite, c'est pire que de pas en faire d'une certaine manière. Donc du coup, c'est vrai que voilà, ça, on en revient un petit peu. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience sur la dimension mentale. On est dans l'ère du mental, hein, soyons clairs. Hmm. Les JO de Paris nous ont fait beaucoup de bien encore par rapport à ça aussi. Ça a été très mis en avant. On Ouais. maîtrise tellement bien les autres approches aussi que bah, forcément, on rattrape un petit peu le retard sur la dimension mentale. Donc on est dans l'ère du mental, on est dans l'ère des Hmm. neurosciences. Les deux se marient très bien. Donc c'est le bon Ça. moment. Maintenant, on a quand même des gens qui sont réfractaires. Moi, j'en ai régulièrement. Alors, ça me fait presque sourire. Ça devient presque un challenge. Je me dis, c'est pas drôle s'il n'y en a pas. C'est-à-dire que j'ai des étudiants qui me tiennent parfois de ce discours-là directement, en me disant, non, mais moi, déjà, il faudrait que j'arrive à être convaincu que ça sert à quelque chose, et puis après, seulement, on pourra envisager de réfléchir comment le travailler. J'ai même trouvé sur des copies, hein, noir sur blanc, parfois, en fin d'examen, ils étaient obligés, les pauvres, de suivre mon cours sur la prépa mentale, parce que c'était un milieu transversal. Et j'en ai qui m'ont rédigé, bon, bah, je vais développer le cycle que vous me demandez de développer, mais je tiens quand même à signaler que j'y crois pas une seule seconde et que je pense que dans mon activité, c'est pour les faibles. Enfin, tu vois, exactement le cliché dont on parlait. C'est exactement ce que je vais dire, c'est comment tu sors ça, de la croyance. Ce n'est pas une croyance, on n'est plus dans de la croyance. Non, c'est Parce que c'est difficile. fini Alors, ça. je pars du principe, c'est mon avis ça pour le coup, hein, je ne dis pas que c'est la solution, mais je pars du principe que tu ne vas pas intéresser tout le monde dans un premier temps. Et que du coup, bah, il faut que le travail, pour qu'il soit efficace, la personne soit actrice de son travail, soit volontaire, et soit dans une forme de travail dynamique. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle, qu'elle, qu'elle se donne les moyens que le travail soit efficace. Si elle le fait pour te faire plaisir ou si elle le fait parce que tu lui dis de le faire, Hmm. ça fonctionnera pas. Donc sur un collectif, je préfère cibler les personnes qui vont en avoir besoin, qui vont en faire la demande ou qui vont être sensibles à la proposition, plutôt que de forcer tout le monde à le faire. Et je joue derrière sur l'effet un peu de boule de neige ou tache d'huile pour que les autres se rendent compte que finalement c'est pas si tordu que ça, c'est quand même intéressant, c'est pas systématiquement aller se poser, s'allonger sur un tapis, faire un travail c'est peut-être des choses qui sont complètement intégrées dans la pratique et qui sont Ok. presque cachées. Donc du coup, voilà, essayer que les personnes se rendent compte par elles-mêmes qu'en réalité, voilà, on dédiabolise, on dédramatise un petit peu l'image qu'elles en avaient, hein, parce que c'est Hmm. elles qui se sont créées cette image-là sur la prépa mentale. Mais j'en ai régulièrement, et pas plus tard que je crois que c'est cette année ou l'année dernière, je sais plus. Mais ça m'a fait sourire parce que c'était un étudiant qui a eu ce discours-là d'entrée de jeu qui m'a dit non mais moi ces trucs j'y crois pas trop, c'est voilà ça m'intéresse, c'est pas que ça m'intéresse pas mais j'y crois pas trop. Et lors du premier TD je leur mets en place un exercice et c'est un exercice qui est hyper intéressant parce qu'il y a des biais méthodologiques, ça permet de voilà d'avoir cette logique de quand on a une source de l'analyser, d'avoir une analyse constructive etc. Et donc je leur montre après leur avoir balancé pendant je sais pas combien d'heures que c'était efficace, le tout premier résultat sur lequel je leur fais travailler, c'est une étude où ça marche pas. Et donc je leur demande de trouver les raisons pour lesquelles ça marche pas.
Et à un moment donné, cet étudiant-là qui prend la parole, qui dit non, mais si, quand même, c'est intéressant parce qu'on voit que ça peut amener ça, ça et ça. Je fais, voilà. Il a déjà commencé le processus en fait. Il y a 1 heure, il est en train de me dire que c'était pas trop pour lui ce genre d'approche-là. Voilà, bah ça j'adore. Voilà, c'est ça que je vais rechercher si tu veux sur ces personnes réfractaires, c'est-à-dire qu'elles se rendent compte Mm. par la pratique, par l'exercice, par ce que ça induit chez elles en termes de sensations, de représentation ou de résultats, ou même simplement en l'observant chez les autres, bah, que ça puisse venir bousculer un petit peu leurs croyances et que derrière elles ouvrent un peu plus leur sensibilité, qu'elles aient une ouverture d'esprit à l'outil un peu plus large. Mais Ouais. je pars aussi du principe qu'on n'arrivera pas à intéresser tout le monde et c'est OK avec ça. Et donc, du coup, bah, je vais cibler en priorité les personnes qui partent dans cette dynamique-là pour pouvoir travailler. Mais c'est vrai que, comme tu dis, intéresser tout le monde, ça c'est sûr que bah, c'est normal, hein, c'est chacun ses sensibilités. Mais moi, bah, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast-là, c'est parce que moi, je trouve ça tellement fantastique que, en fait, c'est juste l'idée de se dire, c'est pas une croyance, en fait. C'est pas de l'ordre de j'y crois ou j'y crois pas. C'est comme l'entraînement physique. Aujourd'hui, tu te dis, si je te dis va courir un petit peu, ça va te faire du bien. On n'est pas dans l'ordre de la croyance. C'est un Hmm. fait. Si tu vas faire un peu d'activité physique, tu seras mieux. On n'est pas j'y crois ou j'y crois pas. C'est juste je le fais ou je le fais pas. J'aime ou j'aime pas. Et c'est Ouais. ça, au fait, qui est Mais tu important. sais, C'est dans le mental, il y a quand même cette dimension encore en plus qui est de dire, OK, mais je sais que ça fonctionne, mais moi je pense que j'en ai pas besoin. oui, en plus. Ouais. J'estime que j'en ai pas besoin. Et donc, du coup, il y a cette croyance-là qui vient se rajouter par-dessus. C'est-à-dire que même si la personne accepte l'idée que ça puisse fonctionner et Mm, aider certaines personnes, elle n'en a pas besoin. Parce qu'elle, elle est forte mentalement ou mm, elle est pas faible. Il y a encore cette situation-là qui existe. Moi, parfois, la plupart du temps, quand j'ai des groupes de sportives ou de sportifs, je commence par expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste, pourquoi c'est efficace, etc. Donc j'essaye, voilà, je veux toujours que les personnes comprennent dans quoi elles s'engagent, comment elles vont travailler. Et puis parfois, quand je sais que c'est soit une discipline, soit une population qui est un peu plus réfractaire, qui est un peu forcée, etc., je commence pas par ça, je commence par un exercice pratique direct. Un exercice mm, pratique, donc je sais qu'il y a un effet immédiat. Et l'idée, c'est tout de suite par l'expérience, par expérimenter le mm. fait que ça fonctionne. Tiens, ah ouais, je m'attendais pas à ça, ça heurte un petit peu, ça surprend un petit peu, une petite rupture par rapport à leur croyance. Et du coup, là, l'écoute, elle est un peu plus ouverte, elle est un peu plus grande. Et c'est bon, peut-être que finalement, il va pas nous raconter que de la merde. Et ça vaut peut-être le coup d'essayer ou en tout cas d'écouter ce qu'il a à dire. Alors que si j'avais attaqué par voilà ce que c'est, voilà en quoi ça consiste, voilà pourquoi c'est efficace, je les avais déjà perdus au bout de 2 minutes. Donc ça Ouais. m'arrive, voilà. Mais ça, j'essaye de choper, on va dire, la sensibilité perçue du public, Ouais, son bien sûr. ouverture d'esprit, son degré de connaissance de la prépa mentale ou de l'outil en question. Et je choisis comment rentrer dans la chose en fonction de ça. Mais on ne pourra pas intéresser tout le monde, encore une fois. J'entends beaucoup dans la course à pied, dans le trail, des gens qui vont se dire, OK, je m'y intéresse, mais il faut que le gars en face, faut que ce soit un gars qui m'inspire. Enfin, qu'il y ait un mec qui ait traversé l'Atlantique à la rame, qui ait fait 3 fois l'UTMB. Tu vois, on n'est pas dans on est dans l'inspiration plus que dans, je sais pas, la C'est compétence même au final. peut-être plus que ça. Je le considère comme légitime. Oui, c'est ça. En Je fait, le considère comme légitime parce qu'il a été un modèle dans l'activité, parce qu'il était un modèle dans, c'est dans, la, ça. dans la- dans la performance, dans les résultats. Pour Donc, le ok, je suis dépassement de ok pour soi, l'écouter. voilà. On a ce Par- syndrome-là avec certaines disciplines et les entraîneurs, hein, tout Exact, simplement mais même. c'est ce Hein. que j'allais te dire comme parallèle. Aujourd'hui, on accepte quand même que le meilleur entraîneur de foot ait pas été le meilleur joueur de foot pendant sa carrière, ou même qu'il ait peut-être même pas joué. Enfin, j'extrapole peut-être. Mais Même si c'est loin d'être la majorité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a encore une avenue qui est ouverte aux anciens joueurs, aux anciens pros, pour devenir entraîneur en termes de reconversion, et on leur accorde encore un peu plus de crédit et de légitimité. Après, ça se discute parce que c'est bien d'avoir vécu, expérimenté des choses, c'est évident. Quelqu'un qui sort complètement, qui est que dans de la théorie ou de la connaissance, il va lui manquer ce vécu, forcément. Mais voilà, de là à privilégier bah, la légitimité perçue ou attribuée parce qu'on considère que c'est ça qui en fait un expert, c'est ça. discute. Mais ouais, c'est quelque chose qui est assez récurrent, C'est ça. Et marrant, hein, c'est il n'y a dévié pas de après, je raison que pense. dans les disciplines de très longue durée, ce soit pas le cas. Ouais. Bah oui, c'est pareil, c'est sûr. Bah, il a été champion du monde, donc C'est ça. forcément, il va être bon à m'entraîner. Bah, peut-être qu'il a aucune.
peut-être qu'il a pas de bonne technique, tout simplement. Ouais, puis Enfin, même peu importe. pédagogiquement, enfin, tu peux prendre Ouais, c'est ça. les meilleurs athlètes, peut-être qu'ils ont développé des super stratégies, qui sont incapables de t'expliquer ni comment, ni pourquoi, ni dans quelle mesure ils les ont utilisées ou façonnées de cette manière-là. C'est ça. C'est un peu provocateur ce que je dis, mais Non, mais ça c'est peut clair. arriver. On n'est Ça pas peut arriver, ouais. tous des. Tout le monde n'est pas né pédagogue. C'est clair. Ok, bon, bah écoute, on arrive à la fin. Je voulais reparler un peu de ton bouquin, justement. Il s'adresse à qui, ton livre? Aux préparateurs physiques, aux athlètes, à tout le Alors, monde? volontairement, j'ai fait en sorte qu'il s'adresse un peu à tout le monde. Je me suis dit, tiens, en tant que soit athlète, soit praticien, soit préparateur mental, soit même personne qui a envie de développer ses capacités, ses ressources, ou professionnel dans n'importe quel secteur, parce que ça se projette sur de la motricité, ça se projette sur de la prise de parole, ça se projette sur vraiment, ça couvre énormément de choses. Je me suis dit, tiens, bah, toutes ces personnes-là, si je me mettais à leur place, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme ouvrage ou comme type d'ouvrage pour justement pouvoir bénéficier des contenus et que ça me soit utile. C'est un peu comme ça que je l'ai conçu, si tu veux. C'est-à-dire qu'il apporte des connaissances, des explications, des illustrations, des justifications, mais aussi des outils dont certains sont parfois clés en main, d'autres sont à façonner, etc., des exemples, etc. Donc j'ai essayé de le rendre le plus complet possible pour qu'il puisse parler au plus de monde possible. Alors évidemment, il va surtout cibler en priorité les athlètes, les préparateurs physiques, mentaux, les kinés, le personnel médical. Mais avec un petit peu d'extension, il va parler aussi bien aux professionnels de la motricité. Tu vois, un kiné, par exemple, qui s'intéresse à de la maîtrise gestuelle, c'est comme un sportif, hein. Un musicien, bah, ça va être la même chose aussi. Un chirurgien, ça va être la même chose. Euh, il va parler parce qu'on va évoquer à un moment donné le développement de la personne, des capacités, des ressources de la personne. Donc, faire face à une situation d'anxiété, il n'y a pas que dans le sport. C'est préparer un entretien, préparer un examen, préparer un concours. C'est se confronter à la même chose, prendre la parole en public. Donc, ça s'adresse aussi finalement à tout un chacun, toutes les personnes du quotidien qui ont vocation à utiliser cet outil-là pour améliorer leurs compétences, leur état d'esprit, leur disposition, leur motricité quand il y a de la motricité. Et puis, ça va parler aussi à toute personne blessée. Et quand on dit blessé, bah, bien sûr, il y a les sportifs blessés, mais il y a toutes les personnes bah, qui ont eu une pathologie, qui ont eu un accident, qui ont eu des conséquences parfois irréversibles. Et là, l'objectif, c'est pas de retrouver une forme de motricité qu'on a perdue, puisqu'elle est irréversible, la pathologie, mais c'est de retrouver de l'autonomie dans la vie de tous les jours, construire une motricité compensatoire. Donc finalement, il va s'adresser un peu à toutes ces personnes-là et j'essaie aussi de le construire ou de le structurer pour que ce soit pas une lecture forcément linéaire et qu'on puisse aller chercher ce qu'on a envie d'aller chercher dans les différents chapitres parce qu'il y a peut-être des choses qui nous éclairent plus ou qui nous parlent plus que d'autres. Donc voilà, c'était un petit peu ça la visée. Alors je dirais, si je devais le résumer, c'était aussi une manière de renforcer le mariage entre les praticiens, donc les gens de terrain, et les scientifiques. Je voulais qu'il parle aussi bien aux scientifiques qu'aux praticiens. Et qu'il soit aussi utile à des gens qui veulent des choses très pratico-pratiques qu'à des gens qui ont besoin bah, d'explications, de justifications, de sources bibliographiques pour pouvoir retrouver les travaux, vérifier voilà, la véracité, la reproductibilité, etc. Je voulais qu'il parle aux deux mondes. Et on retrouve un peu ce qu'on disait en introduction, cette interface entre le monde de la recherche, le microcosme, un peu hein, la bulle dans laquelle vivent les personnes qui travaillent dans Mm. le monde de la recherche, et le monde du terrain, qui est une autre bulle également. Et c'est vraiment dans l'esprit de réconcilier ces deux bulles-là. Alors c'est de plus en plus le cas, mais on est encore loin du compte. Et l'ouvrage, je pense qu'il s'inscrit un petit peu dans cette perspective-là. Bah, je confirme pour l'avoir commencé, j'ai pas encore tout lu, mais il est digeste parce que moi je suis pas un scientifique et comme je te le disais avant qu'on commence, je le trouve très agréable à lire justement, digeste et par contre, bah, comme tu dis, si on est féru de sources scientifiques, on a de quoi faire, hein. Il y en a, il y en a un Ouais, paquet. je me suis lâché. Ouais, ouais, Il y en a un j'ai paquet. mis de la référence. Donc bon, comme on sait qu'il n'y a pas grand monde qui va les lire hein, dans le grand public en tout cas, c'est clair. Mais en tout cas, il y a des références partout. Mais moi, je le trouve hyper. Bah, il est visuel, il est coloré, il y a des graphiques, c'est cool. Et en plus, comme tu disais, ça peut être un manuel. Enfin, il y a de la partie théorique, il y a de la théorie pour apprendre la base. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu la première question que je te posais. On parle de quoi en fait quand on parle de visualisation? Et, euh, et après, comment je m'en sers? Et c'est ça Ouais. qui est aussi Mm. intéressant. C'est qu'avec ce manuel, on peut se dire, je peux m'y mettre, je peux commencer à comprendre les bases et mettre des Ouais, protocoles en clairement, il y a place. des exercices, il y a des exemples, il y a des protocoles, il y a des choses qui sont presque clés en main que tu peux utiliser tout de suite sur le terrain. Ouais, c'était un petit peu le but. Ouais. Ouais.
Bon, bah parfait, parfait, top. Franchement, j'encourage très très largement les sportifs qui s'intéressent à la chose et ceux qui... ou les sceptiques, ce serait parfait. Oui, aussi. Ce serait parfait pour les sceptiques et tous les préparateurs mentaux. C'est vraiment un livre d'une grande aide, je pense. Si moi demain je veux préparer l'UTMB, je peux venir te voir ou c'est tu t'adresses à... Alors, je fais quelques accompagnements. C'est pas ce que je fais le plus parce que c'est très chronophage et donc je trie un petit peu sur le volet. Mais oui, ça peut m'arriver de faire quelques accompagnements, de faire des programmes de temps en temps aussi sur un temps donné, et d'accompagner des athlètes blessés parfois qui reviennent de D'accord. grosses blessures, qu'on envie de mettre en place un travail mental. Donc oui, ça je le fais un petit peu en parallèle. Un peu comme d'autres formations que je propose un petit peu en parallèle de celles dans lesquelles je suis impliqué dans le monde académique. Donc voilà, l'idée c'est encore une fois, c'est essayer de balayer un petit peu les différents usages possibles de cet outil-là pour que les gens puissent se l'approprier et qu'à chaque fois, que ce soit un accompagnement d'une sportive ou d'un sportif, que ce soit une formation très ciblée, très spécifique, que ce soit à travers l'ouvrage, le but, c'est qu'il y ait une forme d'autonomisation. C'est que la personne, elle puisse repartir et sentir qu'elle s'approprie des éléments qu'elle est susceptible de pouvoir réutiliser et non pas qu'elle est dépendante d'une personne ou d'un accompagnement. Donc voilà, c'est un petit peu dans ce but-là. Donc oui, ça m'arrive d'accompagner quelques sportifs, quelques sportifs ou de former différents types de personnes d'ailleurs pour que ce soit un petit peu faciliter encore ce lien entre le monde de la recherche et le monde du terrain. Ok, et si on veut justement retrouver ces formations que tu proposes hors académie, évidemment, ou faire appel à tes services, ça se passe comment? Tu as un site internet Alors, je ou... suis assez facile à trouver, que ce soit sur les réseaux, donc alors LinkedIn, Insta, Facebook. C'est là que je vulgarise de temps en temps des différents éléments que je partage un petit peu dans l'esprit de ce podcast, dans l'esprit des articles de vulgarisation. Voilà, je partage certaines références nouvelles, certaines trouvailles, certains éléments qui me paraissent utiles et utilisables pour le grand public. Donc voilà, sur les réseaux, vous trouvez facilement avec mon nom, normalement, sur un de ces trois réseaux-là. Et c'est là que je passe de temps en temps les infos également. Ou alors sinon, il faut me contacter soit par mail, soit par message sur les réseaux pour que je revéhicule les infos qui sont liées aux formations, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour se former. Ouais. Super, bah, je crois qu'on a fait un bon tour. Si tu as quelque chose à rajouter, je sais pas. Je le dis souvent, mais je vais quand même le dire parce que c'est pas toujours les mêmes audiences et c'est important. Pour moi, ce qui est essentiel vraiment, c'est que quand on s'engage dans des lectures, dans des formations de ce type-là, quand on s'intéresse à un outil qu'on maîtrise pas forcément, souvent on a tendance à vouloir prendre le temps de l'ingurgiter, de bien le cogiter, de bien le maîtriser avant de travailler sur le terrain. Évidemment, les athlètes ne sont pas des cobayes. Donc, on ne prend pas les athlètes pour des cobayes, mais il faut assez vite passer dans l'opérationnalisation. Il ne faut pas se contenter que des formations ou des lectures. Il faut que la connaissance ne reste pas de la connaissance, mais devienne des compétences. Et pour ça, il faut se frotter à la réalité du terrain et il faut que les exercices qui sont proposés dans l'ouvrage, les protocoles qu'on peut envisager, qu'on peut parfois refaçonner hein, à sa propre personne et redessiner pour qu'ils servent encore plus les convictions qu'on a. Il faut derrière que ça passe par une phase d'opérationnalisation. Ça, c'est vraiment essentiel. J'essaye de le dire vraiment à toutes les personnes que j'ai en formation et qui souvent sont un peu prudentes parce qu'elles se disent, ouais, mais c'est nouveau, il y a beaucoup de règles, c'est quand même compliqué, on nous a expliqué que là, il y avait des risques, donc je vais prendre le temps, je vais prendre du recul. Et en fait, oui, au début, c'est bien, mais quand on prend trop de recul, on en prend tellement qu'on finit par pas y aller. Voilà, donc c'est un peu ça le message, moi, c'est il faut vivre aussi les choses, il faut non pas les tester de manière imprudente ou sans précaution, mais il faut passer par l'opérationnalisation et par l'expérimentation. C'est vraiment indispensable, surtout si on est avec un objectif ou dans une perspective de se reconvertir ou de se professionnaliser dans l'accompagnement des athlètes. Il faut vraiment passer par cette phase d'opérationnalisation. Parfait, parfait. Bah, écoute, Émeric, je te remercie. C'était vraiment top comme échange. Merci à J'ai toi, pris beaucoup de plaisir plaisir. partagé. C'était hyper intéressant bah, je souhaite que tes travaux soient aient la plus grande audience possible parce que c'est vraiment, bah, pour moi, c'est assez capital et je pense que tout le monde pourrait en bénéficier grandement, quoi. Écoute, si ça peut contribuer à l'installer, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus dans ce monde un petit peu particulier des sports de longue durée, d'endurance et d'ultra trail, enfin chez les coureurs, ben on aura gagné. Top. Bah écoute, merci Émeric.
À la Merci à prochaine. toi. Salut. Cet épisode touche à sa fin. J'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple, mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, n'hésitez pas à me contacter via mes différents canaux, tous renseignés en description de cet épisode. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.